Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Donc tu t'es fait prendre par l'intelligence artificielle? Ben oui, écoute, surtout pour les photos, hein, c'est pas évident. Il faut avoir l'œil alerte. Comme, Maman GPT, elle est là. Voilà. GPT, Elle a l'œil alerte. Et effectivement, les détails qu'elle m'a donnés sont judicieux. Là, tu dis que Nerut, c'est la spécialiste ce sont ces détails de l'intelligence qui artificielle. Véritablement de vous faire la différence entre une donc, photo du coup, réelle. tu as cru que R. Kelly avait fait un concert. Voilà, avait fait un concert en prison, un méga concert, parce que quand tu vois les images, tu as l'impression qu'il arrive comme une rockstar et tout ça là, mais vêtu de ses habits de prisonnier. L'intelligence artificielle, c'est un truc c'est magique. Hein? Voilà, moi ça m'a surpris. Je me suis dit, mais j'étais pas au courant que R. Kelly faisait des concerts en prison. Et effectivement, quand tu regardes les photos de R. Kelly lui-même, tu as l'impression, bon, c'est lui, mais quand tu regardes autour, effectivement, avec les petits détails que René Ruth m'a fournis, effectivement, on se rend compte que c'est pas une vraie photo. C'est forcément une manipulation. Voilà. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Aujourd'hui, en fait, nous allons nous intéresser à un personnage lugubre de par son histoire qui s'appelle Félicien Kabuga, d'origine rwandaise, qui était considéré comme étant celui qui est l'un des instigateurs du génocide au Rwanda, qui, entre avril et juillet 1994, avait fait près d'1 million de morts. Alors, Félicien Kabuga, après la chute du régime de Juvenal Habyarimana à la suite de la guerre civile remportée par le Front patriotique rwandais et l'arrivée donc des Tutsis au pouvoir, eh ben, celui-ci avait pu s'échapper du Rwanda. Par quels moyens, on ne le sait pas. Et durant plus de 20 ans, il était totalement hors radar, malgré les multiples mandats d'arrêt internationaux qui avaient été diligentés contre lui. Et donc, pendant plus de 20 ans, il était totalement introuvable. Et donc, le tribunal pénal du Rwanda, cette instance judiciaire qui avait été créée avant que l'on ne mette en place en 1999 la Cour pénale internationale, ce tribunal pénal international du Rwanda qui était installé à Arusha. Et donc, ce tribunal-là avait même fermé, mais on a laissé en place des mécanismes de suivi du tribunal pénal international, du tribunal pénal sur le Rwanda. Et donc, ces mécanismes de suivi-là, ce sont des juges qui sont en réalité désignés par la Cour pénale internationale pour poursuivre et juger des éventuels acteurs de faits liés notamment au génocide rwandais, donc qui devaient être pris en charge normalement par le tribunal pénal mis mise pour cette circonstance concernant le Rwanda. Et donc, comme ce TPR est fermé, donc il y a les juges du mécanisme de suivi qui sont chargés de prendre le relais au cas où on arrêterait, comme c'est le cas pour Félicien Kabuga qui avait été arrêté le 16 mai 2020 en France. Donc, comme c'est un nouveau personnage qui est central dans justement pour comprendre le génocide rwandais de 1994, et donc il fallait réactiver tous les mécanismes, notamment pour permettre que celui-ci passe devant la justice. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il avait été arrêté en mai 2020 en France. Et ça, évidemment, toute la question de savoir de comment il avait fait pour partir du Rwanda et se retrouver en France, en banlieue parisienne, et vivre là pendant 20 ans, comme n'importe quel retraité d'origine africaine. Ça, évidemment, c'est une autre histoire. Et quel rôle a joué la France, justement, pour permettre à Félicien Kabuga de s'exfiltrer et de se retrouver en France. Il n'y a pas que lui, il y a une autre personnalité aussi qui est centrale dans, si tu veux, le génocide rwandais, c'est la veuve de Juvenal Habyarimana, Agathe. Elle aussi, elle était très proche de Félicien Kabuga. Depuis, il y a une espèce de bataille judiciaire entre le Rwanda et la France concernant Agathe Habyarimana. Le Rwanda demandant qu'elle soit extradée, à Kigali pour qu'elle puisse être jugée par la justice rwandaise. Paris estime que la justice rwandaise ne sera pas suffisamment impartiale pour lui garantir un procès équitable. Et donc, la question, puisque Agathe Habyarimana explique que si elle remet les pieds au Rwanda, évidemment, sa vie sera mise en danger. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a cette bataille judiciaire entre Paris et Kigali concernant le fait que
Agatha Biarimana ne soit pas extradée. Et puis, la raison pour laquelle aussi la veuve de Juvenal Biarimana ne soit pas envoyée à la Cour internationale de justice de La Haye, ou pour être poursuivie par le tribunal pénal international sur le Rwanda, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas, en réalité, les enquêteurs et les juges n'ont pas eu des éléments formels qui permettent de prouver sans aucun doute, si tu veux, une responsabilité directe de la veuve de Juvenal Habyarimana dans le génocide. Il est clair qu'elle était membre de la COUSA, c'est un groupe de hauts dignitaires, hauts intellectuels, membres du parti, l'ancien parti unique qui dirigeait le Rwanda à la mort de Juvenal Habyarimana, et c'est la COUSA dans lequel on retrouve également Félicien Kabuga, qui aurait, semble-t-il, été les théoriciens du génocide, qui l'aurait planifié. Et donc, les experts expliquent que pour tuer plus de entre 800 000 et 1 million de morts en 90 jours à peine, il faut une véritable planification. Ce type de massacre de masse, dans la rapidité avec laquelle et ça s'est établi, la violence et le nombre extrêmement élevé de morts que cela a entraîné, ça ne peut pas se faire de manière spontanée. Donc il a forcément fallu qu'à un moment, il y ait eu une préparation, une planification, une organisation de ce génocide-là. Et donc, pour les experts, c'est l'ACUSA, donc ce groupe de hauts dignitaires Hutus du parti, comme je l'ai dit, l'ancien parti au pouvoir de Juvenal Habyarimana, dont évidemment, certains estiment qu'ils étaient tous proches d'Agatha Biarimana. C'est la COUSA qui aurait planifié justement le génocide rwandais. Et donc, Félicien Kabuga, qui était évidemment l'argentier de l'époque, c'était un homme d'affaires extrêmement prospère à l'époque du Parti unique et sous l'ère Juvenal Habyarimana. Il était très proche du couple présidentiel de l'époque. Et justement, il est accusé pour un certain nombre de chefs d'accusation, de génocide, d'organisation de génocide, de crimes contre l'humanité, etc. Mais si tu veux, d'un point de vue des faits, ils lui sont reprochés son implication dans deux faits importants. C'est la création des milices Interamwe. Les milices Interamwe, c'était en fait c'était des groupes de jeunes qui étaient affiliés au parti Hutu au pouvoir et qui après, lorsque le Rwanda, après le discours de la Baule, la chute du mur de Berlin dans les années 90, le Rwanda entre dans le multipartisme. Et donc ces milices, ces jeunes du parti-là sont transformés en espèces de milices qui étaient chargées de défendre les intérêts du parti et donc de défendre, si tu veux, le pouvoir de Juvenal Habyarimana. Donc ces jeunes-là vont être formés, armés, financés par justement la COUSA et principalement Félicien Kabuga. Et ce sont eux qui vont être véritablement le bras armé du génocide, ces milices Interamwe-là. On en veut pour preuve que à peu près 2 ou 3 mois avant le déclenchement du génocide en avril 1994, Félicien Kabuga aurait importé des centaines de milliers de machettes. Or, la grande majorité des personnes qui ont été massacrées durant le génocide au Rwanda l'ont été avec des machettes, avec des armes blanches. Très peu ont été tués par des armes à feu ou autre chose. Donc, la plupart des victimes de ce génocide l'étaient par armes blanches. Et ces armes blanches, pour la plupart, avaient été importé massivement par Félicien Kabuga. Ça, c'est le premier fait qui lui est reproché. Donc, son rôle dans la création et dans, si tu veux, l'embrigadement des milices Interamwe. La deuxième chose, c'est qu'il est le fondateur et était le propriétaire de la radio-télévision Mille Collines, de triste mémoire, puisque c'est cet organe de médias qui était basé à Kigali et qui, dès le lendemain, déjà même avant même la disparition de Juvenal Habyarimana, avait un certain discours haineux, notamment à l'endroit des Tutsis. Mais ce discours-là haineux, qui avait un certain relent voilé avant la disparition de Juvenal Habyarimana, va prendre une connotation véritablement extrémiste après le 6 avril 1994, après le décès de Juvenal Habyarimana. Et donc là,
cette radio va clairement inciter les Hutus à exterminer les Tutsis. Donc c'est cette radio-là qui régulièrement, qui était écoutée sur l'ensemble du Rwanda, qui va durant des semaines inciter les citoyens rwandais Hutus à s'en prendre, non pas seulement aux Tutsis, mais s'en prendre aussi aux opposants Hutus au régime de Juvenal Habyarimana, parce qu'il y avait des Hutus notamment qui étaient contre les pratiques du parti de Juvenal Habyarimana à l'encontre des Tutsis et dans la manière, en fait, de manière globale, la gestion du pays et l'absence de démocratie et de liberté fondamentale. Donc tout ça va faire que ce sont ces deux faits-là, principalement, donc création et embrigadement des milices interamouins et la radio-télévision Mille Collines, dont il est le financier, le fondateur et dont il était le propriétaire, et donc dont il ne pouvait pas ignorer le contenu éditorial haineux qui était distillé à l'encontre des Tutsis. Donc ce sont ces deux faits principaux-là qui lui sont reprochés et pour lesquels, évidemment, il doit passer devant un tribunal à La Haye. Maintenant, évidemment, il y a un problème. Il a été arrêté en mai 2020, je l'ai dit. Aujourd'hui, il est âgé de 89 ans. Et donc, toute la bataille à laquelle on a observé depuis le 29 septembre 2022, date de l'ouverture de son procès, jusqu'au 4 avril dernier, le procès a encore été reporté, suspendu pour être repris à une date ultérieure. La question était de véritablement savoir si Félicien Kabuga était en capacité de pouvoir être jugé. Alors, on l'a fait passer devant un certain nombre d'experts médicaux, notamment des psychiatres et des neurologues. Alors, deux psychiatres et un neurologue l'ont examiné longuement. Et ces trois experts estiment que Félicien Kabuga est malade. D'abord, il souffre de diabète, il souffre aussi d'hypertension artérielle, et puis il souffre aussi d'une forme de sénilité sévère. Ça, c'est évidemment ce que les médecins disent. Or, ceux qui s'opposent à cette image disent qu'ils ne sont pas... Ils ont du mal à y croire parce qu'ils estiment que peut-être que c'est une technique mise en place par Félicien Kabuga pour ne pas passer devant le tribunal. Ils en veulent pour preuve qu'au moment où il avait été arrêté en mai 2020, il n'était pas totalement sénile. Il était parfaitement lucide et dès le moment où il avait été arrêté, il avait clairement mentionné aux policiers qui étaient venus le prendre qu'il n'avait pas l'intention, qu'il ne voulait absolument pas être jugé par le tribunal pénal. Et donc, c'est à la suite de son arrestation que soudainement, son état de santé, son équilibre psychiatrique ou psychologique a flanché. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains, les membres, évidemment, de l'équipe du procureur du tribunal pénal, les juges estiment que, est-ce qu'il n'y a pas derrière une technique de la part de Félicien Kabuga pour essayer de s'en sortir. On se rappelle en 2003, par exemple, lorsqu'il y avait la bataille entre l'Angleterre et l'Espagne réclamant, par exemple, que le général Pinochet, qui était venu en Angleterre à la suite pour faire un check-up, l'Espagne avait envoyé un mandat d'arrêt international à l'Angleterre lui demandant de l'exécuter, d'extrader le général Pinochet en Espagne. Là-bas, il était accusé d'avoir commis des crimes des crimes contre l'humanité. Et comme c'était un crime universel, la justice espagnole s'était sentie en capacité de pouvoir le juger. Et donc, à ce titre, elle avait envoyé un mandat d'arrêt à l'Angleterre. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles l'Angleterre n'avait pas exécuté ce mandat, cette demande d'extradition, c'était que les avocats du général Pinochet avaient argué le fait que celui-ci n'était pas en état de santé pour être jugé. Donc, quand il est sénile, il n'est pas conscient qu'il va être jugé et qu'un certain nombre de charges vont être portées contre lui et qu'il risque une peine d'emprisonnement, en l'occurrence. Il risque des condamnations, donc des peines d'emprisonnement. Donc, à ce titre-là, les experts qui avaient examiné le général Pinochet avaient estimé qu'il était malade, il était dément, donc il n'était pas en capacité il n'avait plus toute sa tête, comme on dit souvent, et donc il ne pouvait pas passer devant un tribunal. Et c'est la raison pour laquelle l'Angleterre n'avait pas exécuté ce mandat d'arrêt, cette demande d'extradition, et avait renvoyé Pinochet dans son pays, au Chili, où il est resté jusqu'à sa mort. Et donc c'est un peu cette stratégie-là que peut-être que certains juges de la se disent que Félicien Kabuga est en train de mettre en place pour essayer d'échapper éventuellement à son procès. Mais pour le président chargé de le juger, le Britannique Ian Bonomi,
commis. Et il voudrait, pour essayer de contourner la difficulté, essayer de mettre en pratique ce qui se fait un peu dans le droit anglais, c'est-à-dire ce qu'on appelle un procès de fait. C'est-à-dire que si la personne n'est pas en capacité d'être jugée parce qu'elle les demande, mais on peut quand même juger les faits que la personne ait commis. Donc pour cela... Au moment des faits, il n'était pas dément. Non, au moment des faits, il n'était pas dément. Mais comme au moment de le juger, il ne l'est pas, donc on peut se passer de sa présence. Mais on peut juger les faits pour lesquels il est poursuivi. Oui. Et donc, par conséquent, on n'a plus besoin de la présence physique de l'accusé au procès, mais on a besoin de ses représentants, en l'occurrence ses avocats qui viendront défendre les faits pour lesquels cet accusé est poursuivi. Et c'est un peu vers cette option-là que le juge Yann Bonomaï voudrait justement se tourner en estimant que si Félicien Kabouga est reconnu comme étant dément et donc totalement incapable d'être jugé, on pourrait évidemment, il pourrait ne plus être présent à son procès, mais les faits pour lesquels il est reproché, c'est-à-dire l'organisation de génocide, de financement de génocide, de participation dans un complot ayant pour but d'exterminer des Tutsis, tous ces faits-là, qui sont synonymes de crimes contre l'humanité, on pourrait le poursuivre. Maintenant, s'il y a une condamnation, toute la question qui sera de savoir, est-ce qu'on pourra quand même le condamner? Est-ce qu'on ne pourra pas le condamner? Bon, évidemment, là, il faudra tenir compte de certaines réalités juridiques, c'est-à-dire l'âge avancé. Il a 89 ans, il est malade, il est hypertendu, il est diabétique, il est sénile. Donc, est-ce que on va quand même l'emprisonner ou bien on va lui aménager une peine qui soit en proportion avec son état de santé et son âge extrêmement avancé. Donc, pour le moment, c'est la question liée à sa capacité ou pas à être jugé qui divise encore, si tu veux, les avocats de Félicien Kabouga et ceux les juges de la Haye. Mais on en saura un peu plus, je crois, dans un mois ou deux, puisque le procès a été reporté. Mais après, évidemment, la question de si procès il y a, si on doit véritablement juger Félicien Kabouga ou pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'après le procès de Félicien Kabouga, il y aura un nombre de questions, notamment quel est le rôle à jouer dans les 20 années qui ont permis à Félicien Kabouga de s'extirper des griffes de la justice internationale. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.